Bonjour, bienvenue au JESFC 2024. Je suis le professeur Christians de cardiologie à Poitiers et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Furber d'Angers pour discuter des indications et des recommandations du scanner cœur dans la pratique, notamment dans l'axe de la douleur thoracique. Bonjour Luc. Alors, professeur Furber, pour réaliser un bon scanner, que faut-il ? Alors sur le plan technique, technologique, il faut déjà un scanner qui fasse au moins 64 barrettes, donc ça c'est un point important, et ensuite optimiser les séquences pour avoir le moins de doses possible. Et on peut considérer qu'actuellement 3 à 5 millisieverts c'est une dose raisonnable, et pour ça il faut des patients qui auront une image de bonne qualité. Donc on va éviter les patients qui ont un rythme très irrégulier, qui sont une obésité plutôt morbide, des très grosses calcifications coronaires et qui sont capables de tenir l'apnée. Voilà. Et globalement avec ça et avec le fait de diminuer les doses de contraste, on est à peu près à 60 cc maintenant de d'iode dans ces examens-là, eh bien, on n'a pas de problème de façon exceptionnelle de néphropathie et l'imagerie est de bonne qualité. Et plutôt donc un patient qui n'a pas déjà d'antécédent cardiovasculaire si on veut évaluer son réseau coronaire, enfin un antécédent évidemment déjà de coronaropathie déjà connue. Oui, avec la limite du fameux stent, au-delà de 3 mm, on voit pas. De première intention, on va dire. Dans la douleur thoracique chronique, dans le syndrome coronaire chronique, quelle place peut-on retrouver pour ce scanner coronaire ? Alors ça a été de longs débats, mais les recommandations maintenant européennes sont assez claires, c'est-à-dire qu'il faut évaluer la probabilité de maladie coronaire, donc avec les échelles dérivées de Diamond et Forrester qu'on a, et ensuite positionner en fonction de cette probabilité l'examen. Soit la probabilité est très faible, moins de 5%, et ce qui est légitime c'est de ne rien faire, pas d'examen complémentaire, soit elle est élevée et on va faire un test qui peut être soit le coroscanner, soit un test d'ischémie, sont à peu près mis à égalité dans les recommandations européennes et les recommandations américaines. Et puis entre les deux, entre 5 et 15%, on a une notion maintenant, ce qu'on appelle les modulateurs de risque. Et ces modulateurs de risque permettent de reclasser le patient, et ça c'est important parce qu'on va diminuer le nombre d'examens inutiles. Et donc ces patients qui sont entre 5 et 15%, il y a une partie qui va repartir moins de 5% après, alors soit en comptant le nombre de facteurs de risque qui peuvent jouer. Chez les patients qui ont une mauvaise fonction ventriculaire gauche, tout ça, ça va augmenter le nombre de risques. Le score calcique, un score calcique élevé va augmenter la probabilité de maladie coronaire. Ce sont les éléments importants. Éventuellement, sur le plan électrique, bien sûr, des modifications d'électrocardiogramme de repos, des ondes Q sous décalage. Et puis, l'épreuve d'effort, si elle a été réalisée, les critères de gravité vont plutôt pencher vers une probabilité élevée. À l'inverse, une épreuve d'effort normale, un coroscan avec un score calcique à 0, ça va diminuer le risque cardiovasculaire et donc on fera moins d'examens. Donc en gros, on considère les caractéristiques de la douleur, les caractéristiques du patient, l'âge, le sexe, et puis les facteurs de risque associés qui peuvent permettre de bien orienter la probabilité d'avoir un résultat correct du scanner. Voilà. C'est vrai que dans ces modulateurs de risque, en fait, globalement, quand on fait l'échelle de risque, on a à peu près 11% de patients qui sont à moins de 5%, et on va à plus de 50% quand on fait le score calcique associé. Donc, on élimine beaucoup d'examens inutiles. Et dans la douleur thoracique aiguë, dans le syndrome coronaire aigu, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme indication du syndrome scanner ? coronarien aigu, tout le monde au niveau des recommandations européennes, la place est un peu plus limitée, et également au même niveau que les tests ischémiques. C'est globalement le syndrome coronarien aigu à bas risque, c'est-à-dire donc, un ECG normal et des troponines qui ne sont pas augmentées, donc avec éventuellement des scores de risque. Et ces patients à bas risque, on peut passer par soit un test ischémique, soit le coroscanner, les deux sont indiqués. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que une fois qu'on fait un coroscanner, en fonction du résultat du coroscanner, soit il est normal, donc ça c'est ce qu'on cherche le plus souvent, c'est la valeur prédictive négative du test, mais quand il est anormal, il faut essayer d'avoir un compte rendu un petit peu systématisé et utiliser la classification CADRAN, donc ça permet de parler de tous de la même façon, et donc on va pouvoir quantifier les choses, et puis savoir qu'un coroscanner positif, il faut actuellement dans nos recommandations passer par un test d'ischémie ou passer par un FFRCT. Alors pour l'instant il n'est pas encore très développé en France, il y a peu de centres, mais il faut avoir une preuve d'ischémie. Alors on peut aussi dans les formes les plus à risque dire on fait la coronarographie à ce moment-là et on fera une FFR invasive, c'est aussi une possibilité qui est discutée dans les recommandations.
D'accord, et si on suit bien ces recommandations, on a une efficacité pour la prise en charge du patient qui est optimale en fait. Hein. Oui, ben ça c'est la vraie vie. Hein, quand on a tout récemment, il y a eu une publication du registre qui permet de faire ce point, le registre Eureka. Hein, donc c'est les patients de 2019-2020, hein, donc c'est vraiment tout récent, et qui globalement montre que c'est 56% des patients qui ont bénéficié d'une stratégie conforme aux recommandations. Donc déjà on a un petit peu de marge, et quand on a une stratégie conforme, eh bien il y a moins de coronarographie réalisée, et c'est pas négligeable. Là on passe, je reprends les chiffres, de 15% quand on suit les recommandations à 48% de coronarographie quand on ne les suit pas. Donc ça c'est quand même de loin négligeable. Derrière il y a moins de revascularisation coronaire, et quand on arrive à la coronarographie, parce qu'il y a une bonne indication, eh bien, on a plus de coronarographie anormale et plus de gestes de revascularisation. Donc c'est tout bénéfice. Hein. On élimine les examens inutiles, et quand on le fait, on fait de la revascularisation derrière. Eh bien, merci Alain pour ces renseignements et ces orientations à base des recommandations essentiellement de la Société européenne de cardiologie et de la Société française de cardiologie qui permettent de préciser la place du scanner dans la douleur thoracique. Douleur thoracique chronique, on s'entoure des probabilités pré-test pour avoir une évaluation de l'utilité du scanner. On a évidemment des bonnes recommandations techniques, et puis pour la douleur thoracique aiguë, essentiellement syndrome coronaire aigu à bas risque, voilà, où là il y a une place idéale pour le scanner pour faire en sorte un triage des patients dans le cadre de cette semi-urgence. Je te remercie. Merci beaucoup.